Si vous avez des questions sur l'obsolescence programmée, à la fin on pourra en rediscuter un peu plus. Là je vais vous donner quelques exemples de projets qu'on pouvait avoir en école d'ingénieur sur ces questions-là. Donc en fait l'obsolescence programmée n'est jamais abordée, on ne prononce jamais ce terme-là dans les cursus que j'ai pu en voir en tout cas. Et par contre on va travailler sur des projets qui relèvent de l'obsolescence programmée. Donc un des exemples c'est qu'on avait un cahier des charges. Donc ce cahier des charges nous servait à fabriquer une lampe, donc avec son pied, la douille et l'abat-jour. Et il était stipulé que si l'utilisateur voulait changer l'abat-jour, en démontant la douille sur laquelle l'abat-jour était fixé, celle-ci devait se casser et forcer l'utilisateur à changer l'ensemble en fait. Et donc un autre exemple, c'était une fraise de dentiste. C'est un dentiste qui avait développé une fraise qui vendait pour une dizaine d'usages. Et s'est aperçu que le dentiste utilisait pas plus que ça. Et donc cette fois, il voulait développer une fraise à usage unique. Et donc il avait proposé ce sujet aux étudiants, et le but étant que ce soit impossible de s'en servir d'un patient à l'autre. Donc une des solutions qui a été développée, c'est d'utiliser des alliages à mémoire de forme. Donc c'est des alliages qui ont une certaine forme à température ambiante. Si on les chauffe, ils changent de forme, et après refroidissement, ils gardent cette forme-là. Donc là, on a notre queue de fraise qui est cylindrique. Entre deux patients, le dentiste va la stériliser, il va y avoir une élévation de température. Donc la fraise a été éduquée pour se courber, donc on éduque le matériau. Et après, même quand on refroidit, la fraise reste courbée, donc on ne peut plus s'en servir. Donc ce qui est assez problématique, je trouve, c'est que les questions politiques, écologiques et sociales qu'il y a derrière ce genre de raisonnement ne sont pas du tout abordées dans l'enseignement. Et donc, en fait, n'ayant pas trop envie d'appliquer ce genre de raisonnement dans l'industrie, je me suis dit que j'allais m'orienter dans la recherche. Et donc, j'ai commencé une thèse en partenariat avec un industriel pendant 1 an. Et je me suis assez vite aperçu que la composante économique pouvait être très importante, surtout dans des matières comme les miennes qui sont quand même assez appliquées, et que du coup je n'arriverais pas à développer les projets que je voulais développer dans ce milieu-là. Donc au bout d'1 an, j'ai abandonné ma thèse, et vu que j'avais toujours une pratique artistique, je suis parti en école d'art. J'ai pu avoir une équivalence et arriver en 3e année. Et donc quand je suis arrivé en école d'art, un des premiers projets que j'ai fait a été de développer ce que j'appelle les objets de contre-ergonomie. Donc en fait j'ai développé des objets qui ont une durée de vie inférieure à leur temps d'utilisation, qui pousse l'utilisateur à changer de comportement. Donc j'ai pris des fûts à champagne que j'ai percés en plastique, que j'ai percés d'un petit trou, je les ai rebouchés avec une colle alimentaire, et j'ai introduit ces fûts à champagne dans des vernissages. Et donc, lorsqu'on verse un liquide à l'intérieur, au bout de quelques minutes, la colle se dissout et le verre se vide de son contenu. Donc, en fait, je trouvais important de dénoncer ce genre de pratique, mais j'avais envie d'avoir une activité militante qui ne se réduit pas à ça, et aussi de proposer d'autres modes de production des objets. Avoir une vision un peu plus positive, développer un nouvel imaginaire dans lequel les gens vont pouvoir se projeter. Et donc, je me suis interrogé sur ce qui me dérange vraiment dans la conception des objets aujourd'hui, dans le rapport aux objets que je peux avoir. Et donc, ce qui me dérange vraiment, c'est l'abstraction qu'il y a par rapport aux objets qui nous entourent. Donc, dans le sens qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont faits, par quelle personne, enfin, où est-ce que si, des fois c'est marqué, mais encore pas pour... Des fois, ils sont juste assemblés à un endroit, mais fabriqués ailleurs. Avec quel type de matériaux, dans quelles conditions sociales, etc. Et donc, pour lever cette abstraction, je me suis dit que j'allais... que j'allais fabriquer les objets dont j'ai besoin. Et donc, je venais d'emménager... j'allais emménager dans un appartement. Et donc, j'ai fabriqué mon mobilier, en fait. J'ai acquis plein de compétences en ébénisterie. Je me suis inscrit à des cours de poterie, j'ai fabriqué mes propres ustensiles de cuisine. Comme j'avais un jardin potager, j'ai forgé mes outils de jardin. Et ensuite, j'ai réalisé des objets plus à vocation écologique ou énergétique,
comme là une marmite norvégienne. Donc le principe, c'est une caisse très isolée dans laquelle on va terminer la cuisson des aliments. Donc en fait, on commence à faire notre cuisson sur notre feu traditionnel. On a un tableau qui nous permet de déterminer le temps qu'il faut qu'on laisse la cuisson s'effectuer. Donc on enlève notre cocotte minute avant la fin de la cuisson, on la met dans cette caisse, on ferme. Et en fait, elle est tellement isolée que juste avec la chaleur emmagasinée dans les aliments, la cuisson ça va se terminer toute seule. Donc ça permet d'économiser de l'énergie. Donc notre projet, c'est un cuiseur solaire qu'on a réalisé avec une artiste qui s'appelle Gabrielle Boulanger. Donc le principe, c'est... ici, vous avez la parabole. Vous avez la parabole, le soleil vient se réfléchir sur cette parabole, et il est renvoyé sous le dessous de la table qui est vitrée. Et il y a un trou à l'intérieur de la table dans lequel on peut mettre notre récipient. On a noirci le récipient avec du noir de fumée, ce qui fait qu'il absorbe le rayonnement solaire. Et on va ainsi pouvoir faire cuire les aliments. Donc en gros, on a à peu près 2 heures pour faire un ratatouille pour 6 personnes. Donc là, c'est un four solaire que j'ai réalisé cette année. Donc c'est le même principe, on renvoie du rayonnement solaire à l'intérieur d'une enceinte, à l'intérieur de laquelle on a mis un récipient. Et en fait, donc le four solaire, il faut l'orienter à peu près tous les 3 quarts d'heure. J'ai réfléchi à un système d'orientation automatique qui soit très simple. Donc là, on a un plateau tournant avec 2 cellules photovoltaïques et un petit motoréducteur. Donc on va poser notre four solaire dessus. Et le principe, c'est que donc entre les 2 cellules photovoltaïques, on a une séparation, une petite planche en bois. On va brancher le pôle plus de cette cellule sur le pôle moins et le pôle moins sur le pôle plus. Et on va relier ces deux branchements au niveau des pôles du moteur. Ce qui fait que lorsqu'on est en face du soleil, on va produire autant d'électricité d'un côté que de l'autre. Donc les courants vont s'annuler parce que le plus est branché sur le moins, inversement. Lorsque le soleil va se déplacer, on va avoir un peu d'ombre sur une des 2 cellules, ce qui fait qu'on va avoir une différence de potentiel entre la production d'énergie de chaque côté. Ça va faire un peu tourner le moteur de façon à ce que le four solaire se réoriente. Donc j'essaie toujours d'avoir un souci, d'avoir des conceptions assez simples et plutôt écologiques. Donc au niveau des matériaux notamment, si on regarde le cuiseur solaire, c'est un des premiers objets que j'ai fait. J'ai utilisé du contreplaqué en bois exotique. J'ai utilisé de la laine de roche qui est très énergivore à la fabrication pour faire l'isolation. Et je l'ai peint avec une peinture blanche industrielle classique. Alors que le four solaire, j'ai utilisé de la laine de mouton comme isolant. Le contreplaqué, je suis arrivé à trouver du contreplaqué qui ne soit pas en bois exotique, qui est produit en Europe, du contreplaqué de peuplier. Et la finition, c'est juste un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine. Donc il y a d'autres artistes qui travaillent sur des projets artistiques directement en lien avec leur vie quotidienne. Il y a le collectif Anne 55 qui produit plein d'objets. Donc là on a quelques-uns, donc il y a une unité flottante d'habitation. On a un système, un lance-roquette qui permet d'envoyer des graines génétiquement modifiées pour résister aux insecticides. Aux pesticides plutôt. Voilà, une unité d'habitation mobile, un jardin, un citadin, etc. Donc ce genre d'expérience est beaucoup plus riche que ce qu'on peut croire, parce que le fait de fabriquer les choses soi-même au lieu de les acheter, on va acquérir plein de connaissances. Et on va lever l'abstraction par rapport aux objets qui nous entourent et se sentir beaucoup plus autonome. Donc on va aussi rétablir l'équilibre entre ce qu'Ivan Illich appelle la production autonome et la production hétéronome. Donc Ivan Illich, c'est un penseur des années 70, un précurseur de l'écologie et un grand penseur de la critique de la société industrielle.
Et donc, il divise la production des objets en deux comme ça. Donc il y a la production autonome qui permet de fabriquer des objets pour soi ou pour une petite communauté avec des moyens locaux. Donc que ce soit au niveau humain ou au niveau de la matière première. Voilà, donc c'était la production qui était prédominante, on va dire, avant la révolution industrielle. Et donc la production hétéronome qui, elle, demande des gros capitaux, beaucoup de matières premières, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'énergie, qui est la production qui se fait dans les usines et qui enlève souvent toute l'autonomie aux producteurs en fait. Donc, pour illustrer la différence entre ces deux types de production, on peut prendre l'exemple d'une fraiseuse manuelle qui va permettre d'usiner un grand nombre de pièces par rapport à une machine spéciale dans une usine qui va permettre de faire un certain type d'usinage sur un certain type de pièces. Et si on veut changer cet usinage, il va falloir qu'on change pratiquement toute la machine. Donc on a une flexibilité beaucoup plus grande avec la production autonome. Donc il n'y a pas forcément une opposition entre production autonome et production hétéronome. C'est juste que la production hétéronome doit être là pour vivifier la production autonome. Le problème auquel on doit faire face actuellement, c'est que toutes les découvertes scientifiques et techniques ont été utilisées pour la production hétéronome. Donc en privilégiant la production autonome, on n'a pas juste privilégié un modèle technique, mais aussi un modèle politique. Parce que la technique n'est pas neutre, elle implique des organisations sociétales. Donc pour comprendre cette non-neutralité des techniques, il faut revenir à l'époque des Luddites, dans les années 1811-1812. Donc les Luddites, c'était des ouvriers de la filière du travail de la laine qui se sont révoltés face à la montée de l'industrialisation. Donc ils allaient la nuit dans les usines et ils brisaient les machines en fait. Et donc ce qu'il faut voir, c'est que les Luddites n'étaient pas contre la technique, mais par contre ils étaient contre toutes les machines qui étaient préjudiciables à leur liberté et leur autonomie en fait. Et donc à cette époque, la neutralité des techniques n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des intellectuels, des politiciens qui écrivaient sur le mouvement des Luddites en les soutenant et en disant qu'effectivement il y a un projet politique derrière. Et les Luddites avaient bien compris en fait que les usines qui se mettaient en place profitaient seulement à un petit groupe de personnes, que dans les usines il y avait une discipline quasi militaire alors qu'eux ils s'organisaient comme ils voulaient. Et aussi qu'il y avait des impacts écologiques sur leur environnement. Donc un autre exemple de non-neutralité des techniques, c'est l'expérience d'autogestion qu'il y a eu à LIP dans les années 70. Pour rappeler, LIP, c'était des gens qui avaient c'était une usine de fabrication de montres. Et donc ils apprennent qu'il y a un gros plan de licenciement, donc ils occupent l'usine et ils se mettent à autogérer l'usine. Et donc cette expérience d'autogestion a été possible notamment parce qu'on avait encore des machines à commande manuelle et que les ouvriers avaient encore un savoir-faire. Et donc ils étaient capables de faire tourner l'usine tout seuls. Actuellement, avec des machines à commande numérique et avec des chaînes de production où les ouvriers sont de simples opérateurs, sans le soutien des cadres, ce serait impossible. Dans ma pratique, j'essaie de rétablir cet équilibre entre la production autonome et la production hétéronome, mais ça va encore plus loin de ça, dans le sens où j'essaie aussi de sortir de la dichotomie entre le producteur et le consommateur en devenant ce qu'on appelle un prosommateur.
Donc ce terme prosommateur, il a été inventé en 1980 par Alvin Toffler, donc qui était un écrivain, un sociologue et un futurologue. Et ça désigne en fait une personne qui va participer à l'élaboration du produit qu'elle va consommer. Donc un exemple de projet sociétal qui se base sur la consommation, c'est le collectif des Gouttes d'eau, qui est situé dans l'arrière-pays niçois, et où il y a un jardin collectif. Et dans ce jardin collectif, chaque personne, pour avoir son panier de légumes, doit s'acquitter de 6 unités mensuelles. Et une unité mensuelle, c'est un jour de travail ou 10 euros. Et donc, on peut choisir de travailler 6 jours par mois et d'avoir son panier gratuitement, ou alors de payer 60 euros et d'avoir son panier, et puis avec toutes les variantes. Et dans tous les cas, par contre, tout le monde participe au choix de production. Donc c'est une organisation plutôt autogérée. Donc cette attitude de prosommateur, elle nous pousse à nous réapproprier les techniques et à devenir des acteurs responsables en fait du monde que nous façonnons. Donc Ingmar Granstedt, qui est aussi un penseur des techniques, a écrit un livre dans lequel, qui s'appelle Du chômage à l'autonomie conviviale. Et dans ce livre, il essaie de définir un peu un scénario qui nous permettrait de rétablir l'équilibre. Et pour cela, il propose en fait de réduire notre temps de travail et d'utiliser ce temps de travail à des activités d'autoproduction. Et petit à petit, de se réapproprier les savoirs et les techniques pour démanteler l'industrie. Les schémas qu'il a proposés, c'est de commencer par exemple par la fin et puis de remonter stade de fabrication par stade de fabrication jusqu'à la matière première. Donc pour la fabrication d'un vêtement, par exemple, on commencerait par acheter du tissu, fabriquer nos propres vêtements avec, puis après on ferait le tissu, ensuite on ferait le fil, et enfin on planterait le coton. Donc on veut faire le schéma inverse, commencer par planter le coton. Et aussi on peut attaquer la filière latéralement, c'est-à-dire qu'on va commencer par produire des pièces détachées et partir de la réparation pour arriver au final à un objet final. Donc ça a été le cas au Japon. Il y a une période où le vélo a été introduit au Japon alors qu'il n'y avait pas de système de maintenance. Et donc les artisans sont mis à fabriquer des pièces détachées. Et au bout d'un moment, ils avaient fabriqué tellement de pièces détachées qu'ils étaient capables de fabriquer un vélo entièrement. Donc en restant dans cette optique, on pourrait imaginer une société qui ne soit pas basée seulement sur la consommation, mais aussi sur l'autoproduction. À l'intérieur de ces sociétés, il pourrait coexister plusieurs communautés. Et dans chaque communauté, les gens pourraient autoproduire leurs objets dans des ateliers qui leur seraient mis à disposition. Et il pourrait y avoir quelques productions plus spécifiques qui pourraient échanger avec d'autres communautés. Tant que ça ne remet pas en question en fait, l'autonomie de la communauté. Et donc pour moi, pour garder cette autonomie, il faut partager le code source des objets. Donc par code source, je fais référence aux logiciels libres qui sont livrés en fait avec le programme qui permet de comprendre comment est-ce que le logiciel fonctionne. Donc ce programme, on peut le compiler pour l'utiliser, on peut le modifier pour l'adapter à nos besoins et on peut le redistribuer à la communauté. Donc, contrairement au modèle propriétaire où les sources sont cachées. Et donc dans le cas des objets, le code source des objets, en fait, ce serait toutes les informations concernant la conception et la fabrication des objets. Ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'il nous sort en fait c'est un modèle qui est généralisable. On n'est pas en concurrence avec notre voisin. C'est-à-dire que si notre voisin fait les mêmes recherches que nous, ça peut que nous apporter des choses. J'ai développé en fait des notices sur les objets que je fabriquais. Donc il y a toute une partie sur la conception
la conception des objets, où je donne mes choix de conception, je dis pourquoi j'ai écarté certaines pistes, et je termine par faire les plans de fabrication. Ensuite, il vient la phase de fabrication, où là, je prends des photos, j'explique aussi les procédés que j'ai choisis. Et enfin, il y a une troisième phase qui est assez importante, c'est une phase d'optimisation, où je mets en avant autant les avantages que les inconvénients de l'objet. Parce que vu que je vais diffuser derrière dans l'économie des connaissances ces objets-là, je vais pouvoir avoir en fait des retours sur les problèmes qu'il y a par rapport à cet objet. Donc autant les dévoiler que les masquer. Donc par rapport à la question de la licence, j'ai choisi une licence Creative Commons pour dévoiler pour diffuser mes notices. J'autorise la fabrication des objets, que ce soit un caractère marchand ou un marchand. J'impose par contre que mon nom soit marqué pour être reconnu dans la communauté. Et que s'il y a une modification qui est faite à l'objet, qu'il soit redistribué sous la même licence. Donc j'ai soumis ces différents fiches techniques à un magazine qui s'appelle Système D, qui est un magazine de bricolage qui a été créé en 1924. Et à l'époque, c'était plus qu'un magazine, c'était une sorte de petite communauté. C'est-à-dire qu'il y avait des ateliers Système D qui se créaient dans chaque ville en France, où les gens fabriquaient leur outillage et leurs objets. Ils avaient le magazine pour communiquer en fait, c'est-à-dire qu'ils publiaient les notices techniques des objets qu'ils avaient fabriqués dans le magazine, et ils publiaient aussi des petites annonces pour entrer en contact avec d'autres personnes qui avaient des compétences qu'ils n'avaient pas forcément, et faire des projets communs. Donc ce magazine il existe toujours. L'esprit communautaire a un peu disparu au profit de la pub. Mais il reste toujours une partie qui est un espace pour les lecteurs pour publier des réalisations. Donc il y en a à peu près 2 à 3 par mois qui sont publiés. Et donc j'ai décidé d'investir ce champ-là, cet espace de liberté qu'il y avait dans ce magazine, qui devient pour moi un espace de démonstration et aussi un moyen de rémunération de mon travail. Et donc j'ai proposé 4 articles, un sur le cuiseur solaire, un sur la marmite norvégienne, un sur mon mobilier, et puis sur un projet que je vais vous montrer plus tard. Et donc ils ont été primés, et pour le moment seul l'article sur le cuiseur solaire a été publié. Et donc en fait j'étais pas très content de la publication qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas compris le sens du projet. Ils en ont fait une sorte de recette de cuisine qui permet de réaliser l'objet. Donc du coup, je me suis aussi orienté vers d'autres magazines qui sont un peu plus petits, qui sont plus axés sur l'écologie. Donc il y a Passerelle Éco. Et donc là, j'ai pu discuter avec le rédacteur en chef, lui parler vraiment du projet. Il a rajouté un petit encart où il expliquait mon projet. Il a mis une licence Creative Commons. Donc j'étais plutôt satisfait de l'article qui était fait, du droit de regard que j'avais sur cet article. Donc ça c'est le dernier concours que j'ai fait, le trophée Marc Gaiver, organisé par Système D. Et donc voilà, je suis en bas là. Et j'ai gagné le premier prix pour le système de suivi de cible du four solaire. Donc, c'est bien beau tout ce que je vous raconte là, mais c'est un peu un monde idéal. Comment est-ce que je fais pour arriver à financer ce genre de projet ? J'essaie de les financer en amont pour que ensuite, une fois que je me suis payé, je trouve ça normal que ça tombe dans le domaine public et de passer dans l'économie du don par rapport à cette production-là de connaissances. Et donc pour financer mes projets, je fais des ateliers de bricolage sur des thématiques écologiques avec des enfants, avec des adultes aussi.
des conférences, des workshops en école d'art, beaucoup de subventions, ce qui est très chronophage. Donc le projet, là, ça fait 1 an que j'y suis à plein temps, l'année dernière j'y étais à mi-temps, et je me rends vraiment compte des limites de ce genre de financement. Un peu des dons avec des prix libres, là comme mon texte que je laisse en prix libre sur la table, que vous pouvez vous procurer à la fin si vous voulez. Mais ça marche, ça dépend des milieux. Après, la vente d'objets, donc au niveau des donc, moi j'ai un petit problème, c'est pas grave. Au niveau des dons aussi, je me tourne vers le mécénat. C'est-à-dire que j'accepte toute forme de financement tant qu'on ne réfléchit pas à ma façon de penser. Et je trouve ça important aussi, par exemple, il y a le roi Merlin qui finance au niveau de l'outillage, et il n'y a aucune contrepartie, ils ne me demandent pas de mettre leur logo, rien. Et quand je suis dans le bureau du directeur de Leroy Merlin, je peux lui proposer, je peux lui dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas du contreplaqué en bois de peuplier au lieu du contreplaqué en bois exotique, et puis on peut discuter. Et de l'intérieur, je peux aussi essayer de changer les choses, quoi. Ce qui n'empêche pas que c'est important d'avoir une lutte aussi de l'extérieur, mais je trouve ça bien, à des moments de l'intérieur, d'essayer de changer les choses. Et donc je peux vendre des objets et répondre à des commandes d'objets tant que les connaissances développées restent libres. Donc en fait, une personne, elle a le choix entre 3 possibilités. Donc elle peut se procurer les notices techniques gratuitement, même si elle est incitée à faire un don à l'association pour que ce genre de recherche puisse continuer. Elle peut participer à un stage qui sera là par contre payant pour avoir de l'aide pour fabriquer cet objet, ou alors elle peut acheter cet objet, ce qui est plutôt cher vu que j'essaie de me rémunérer correctement. Donc sur ces modèles économiques plus basés sur l'entraide et la collaboration, j'ai 2 livres que je lis en ce moment, enfin que j'ai déjà lu mais que je relis et sur lesquels j'essaie un peu d'appuyer mon raisonnement. Donc je vais juste les présenter brièvement, c'est à l'état de recherche. Donc il y a l'entraide de Kropotkin. Kropotkin qui est un scientifique, un anarchiste de la fin du 19e, et qui a écrit un bouquin en réponse au darwinisme social, qui à l'époque était une mauvaise interprétation des théories de Darwin, et qui disait que l'homme était un loup pour l'homme, et c'est ce qui faisait avancer les civilisations. Et donc lui, Kropotkin en tant que scientifique, il a étudié le règne animal et le règne humain pour montrer que non, l'entraide a été un facteur de développement aussi. Donc notamment, il montre chez les sociétés primitives, au Moyen-Âge avec les organisations des guildes, et puis à son époque, l'importance de l'entraide. Donc on voit souvent par exemple le Moyen-Âge comme une période assez obscure et tout, alors que c'est pas du tout le cas. Il y avait vraiment des réseaux d'entraide très très forts qui ont disparu à la Révolution française, avec la loi Le Chapelier, qui interdisait toute forme d'association, parce qu'il fallait qu'il n'y ait rien entre l'État et le citoyen. Et donc il y a Wikinomics, qui est un livre qui met en avant un peu toutes les entreprises qui choisissent de collaborer pour développer leurs produits et de mettre en accès libre toute leur documentation, leurs connaissances. Donc je suis plutôt critique quand même sur ce livre, dans le sens où il est très pro-capitaliste, et c'est plutôt, oui, on va pouvoir continuer le capitalisme grâce à l'économie des connaissances et au libre. Maintenant, je vais vous présenter quelques projets que je qualifie de design libre, que j'ai identifiés. Donc il y a le projet Superflex. C'est un collectif d'artistes danois qui travaillent principalement sur des questions de propriété intellectuelle. Ils ont notamment copié des objets et eu des procès pour ça. Et ils ont développé une bière libre de droit. C'est-à-dire que c'est une bière, on trouve la recette sur Internet, on peut se la procurer, brasser sa propre bière, modifier la recette et la redistribuer. Et donc la bière est vendue parce que ça a un coût de brasser la bière.
Par contre, la recette est diffusée gratuitement. Donc il y a le projet Bricolabs qui travaille aussi sur la progression des techniques. Là, les deux photos qu'il y a, c'était un workshop qui a été fait à l'école d'art d'Aix-en-Provence. Et donc dans ce workshop, ils ont fabriqué des prototypes de machines à laver. Donc il y en a une qui fonctionne avec des boomers pour faire vibrer le linge, et une autre qui est fabriquée avec des roues de vélo, du bambou, des chambres à air, et puis un panneau solaire qui alimente un moteur électrique pour le faire tourner. Donc il y a le projet Open Farm Tech, donc ou Open Source Écologie, je vais vous montrer une petite vidéo qui va durer 5 minutes, ça va faire une petite pause. Donc il y a un projet de ferme écologique aux États-Unis développé en open source. Last time you've seen how we began mounting the front-end loader on LiveTrack, our open source tractor. This time we complete the loader mounting and begin testing the compressed earth block press. We also document the making of our first complete solar panels. Le projet qu'on vient de voir là, c'est leur tracteur qu'ils ont fabriqué entièrement eux-mêmes, parce que le tracteur précédent qu'ils avaient eu a duré vraiment pas longtemps, il a cassé, donc ils ont acheté, ils l'ont réparé, puis il a recassé, et puis ils se sont dit non mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, donc on va se fabriquer notre propre tracteur. Finally, we shook the cobwebs off the CB press and got it out back for action. Doing some liner stiffening here. Here are the screw holes reinforcing the liner so that it holds up. Height level indicator in place. Here are some details. Now we've got the 2.5-inch tubing as the support, more stiff support for the hopper cylinder. We're going to install the pressure gauge and one of the lines going to the CEB press. Measure pressures on the tractor fluids. The hydraulic pressure gauge, that's what it's for. We check the pressure coming from the hydraulic line on the tractor, going to the press, and at first it was ridiculous, like 3,500 PSI stalling the tractor and just way too much for pressing bricks. So we adjusted it on the flow valve at the press and got it down to optimum pressure of about 2,200 PSI. Je vais pas vous passer toute la vidéo parce qu'elle est un peu longue et c'est pas la vidéo que j'ai d'habitude. Je suis pas arrivé à retrouver l'autre. Donc en fait, ils ont un wiki sur lequel ils postent toutes leurs réalisations. Et donc on peut télécharger tous les plans et se fabriquer nous-mêmes ce genre d'objet. Et ils ont un site expérimental donc aux États-Unis où ils fabriquent, donc là on a vu le tracteur, une machine à fabriquer les briques. Et ils ont fait aussi des bâtiments bioclimatiques. Et puis d'autres projets. Donc après, j'avais prévu de vous montrer, je pense, Maya Pedal. Je vais vous montrer tout de suite. Donc Maya Pedal, c'est un projet
plutôt humanitaire qui se fait au Guatemala et où il y a une réelle réflexion sur les techniques et eux ils ont envie de développer ce qu'ils appellent les techniques appropriées. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une course à la technologie, ils se disent plutôt, ils partent de leurs besoins. Et donc leurs besoins, ils aimeraient bien un peu augmenter leur rendement. Donc en fait, ils se sont dit, en utilisant l'énergie musculaire des jambes et en actionnant des machines avec l'énergie musculaire des jambes, on va pouvoir doubler ou tripler nos rendements. Et donc ils ont fabriqué toutes sortes de machines que vous allez voir là. Et le principe de la machine qu'on vient de voir, c'est de faire vibrer le ciment pour ne pas avoir de bulles dans le ciment. Donc ils fabriquent toutes sortes de machines, des pompes, des machines à laver, etc. Je vous invite à aller regarder sur internet avec la petite musique qui va bien. Maintenant, il y a le projet Usinette, qui est ici présent, qui a un projet de faire une petite usine mobile avec tout l'outillage nécessaire, que ce soit des CNC, des RepRap, etc. Donc là, on voit une RepRap, donc c'est une imprimante 3D qui permet de faire des pièces en plastique par dépôt de fils de plastique. Donc le principe, c'est on a un fil de plastique qui vient dans une buse, on chauffe, et on va déposer sur un premier plan une première strate du plastique, puis on va monter un peu, on va faire la deuxième strate, etc. Et on va finir par avoir un objet. Donc il y a toute une communauté autour de ces RepRap, et les gens, les objets qui vont modéliser numériquement sur ordinateur pour les fabriquer derrière, vont ensuite les mettre sur un site qui s'appelle Thingiverse, où tout le monde peut aller télécharger le modèle numérique pour le fabriquer. Donc voilà, donc là c'est en fait c'est une communauté qui est proche du libre, et donc tous les plans on peut se les trouver sur internet, et le principe de cette machine c'est qu'elle est autoreproductible à 50%. Donc toutes les pièces en blanc qu'on voit, on peut les fabriquer avec la même machine. Il faut acheter par contre les pièces métalliques, les moteurs, etc. Voilà, donc il y en a une version qui est commercialisée aux États-Unis,
la MakerBot, mais tous les plans sont en accès libre et on peut très bien fabriquer soi-même cette machine, voire la vendre. La machine est exactement la même. Donc il y a un projet d'archi qui s'appelle Ardeia. Donc c'est des architectes qui travaillent beaucoup sur des projets d'éco-construction et d'autoconstruction et qui accompagnent des chantiers. Et donc ils postent sur leur site internet un peu toutes les réalisations qu'ils ont fait avec des fiches techniques qui sont très complètes. Et aussi, souvent, il y a des petits logiciels qu'on peut télécharger. Donc là, on a par exemple le chapiteau. En dessous, il y a une feuille Excel qui nous permet de dimensionner le chapiteau. Ils ont aussi des logiciels pour faire des zooms. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que au niveau de la conception, ils donnent des outils pour que nous, on puisse modifier la conception et faire ce qu'on veut. Ils ont aussi pas mal de fiches techniques plus sur des méthodes de construction qui sont aussi bien faites. Voilà, donc là c'est pas, on va dire, c'est pas du design à proprement parler, mais c'est pour montrer un organisme de formation qui travaille sur la construction en terre, en paille, l'éco-construction, et qui met en ligne toutes ces formations, des vidéos sur ces formations, et ils arrivent, donc ça fait peut-être 15 ou 20 ans qu'ils sont installés. 15 ans, je crois que ça marchait, 15 ans. Et donc ils s'en sortent très bien en diffusant leurs connaissances. Voilà, bon, ça je vais peut-être passer. Il y a un projet industriel qui s'appelle Oscar, de voitures en open source. Donc voilà, j'ai pas trop d'informations sur ce projet-là. Voilà, bon, il y a plein d'autres projets, je pourrais vous en montrer en pagaille. Donc je vais revenir un peu sur les projets que je développe moi. Donc en fait, comme je vous ai fait comprendre, c'est important de diffuser sur tout ce qu'on va faire. Mais c'est donc d'où l'intérêt de publier dans le magazine. Mais ça ne remplace pas en fait des rencontres. Et donc c'est pour ça que je fais des conférences et que je fais aussi des stages et des ateliers. Et donc pour mener à bien ces projets-là, on a monté une association avec Gabriel en 2008 qui s'appelle Entropie. Et on a participé à plusieurs festivals de vulgarisation scientifique qui s'appelle Remue-Ménage. On y a participé pendant 4 ans. Et on a proposé des ateliers à l'intérieur de ce festival. Donc là, le premier atelier qu'on a proposé, c'était sur l'énergie éolienne. Donc on a fabriqué des éoliennes Savonius, ce sont des éoliennes à axe vertical comme ça, qui sont fabriquées avec des bouteilles qu'on coupe en deux moitiés de bouteilles. Et en dessous des bouteilles, en fait, on a une plaque sur laquelle on a collé des aimants permanents. Et on a des bobines. Et donc, lorsque les aimants vont passer devant la bobine, ils vont produire de l'énergie électrique et ils vont allumer des LED. Donc, ça permettait vraiment aux enfants de comprendre comment est-ce qu'on passe d'une énergie mécanique, du vent, à une énergie électrique. Donc, une fois qu'on avait fait, donc, le festival durait une semaine avec des petits groupes de 6 enfants, on fabriquait à chaque fois une petite éolienne. Et une fois qu'on avait terminé l'éolienne, on l'installait sur un portique métallique qu'on avait fabriqué. Et le but étant de faire une installation plastique sur le campus universitaire. Donc dans cette cour, on devait installer ce portique d'éolienne et le tendre avec des câbles. Et ce qui fait que c'est un endroit où il y a un courant d'air. Et donc les LED se seraient allumés avec ce courant d'air. Donc le seul problème, c'est qu'on a changé d'interlocuteur en milieu de projet. Donc du coup, on n'a pas pu l'installer. Donc voilà, après on a pas mal développé, pendant 3 années on a développé des projets sur l'architecture bioclimatique. L'architecture bioclimatique, le principe c'est d'essayer de trouver un habitat qui réponde aux besoins des usagers et aux conditions climatiques du lieu où on va implanter notre habitat. Donc là, la première année, on avait fait une sorte de tapis de jeu où il y a différents environnements. Donc il y a la montagne, la plaine, la mer. Et sur ces endroits, donc, il y a des vents dominants, il y a une humidité plus ou moins importante.
Et donc les enfants choisissaient un endroit où ils voulaient s'implanter, et en fonction de ces conditions, on fabriquait une petite maquette qui répondait à ces problématiques. Donc l'année suivante, la thématique du festival, c'était l'énergie dans l'habitat, enfin l'énergie plutôt en règle générale. Donc nous, on a travaillé sur l'énergie dans l'habitat, et on s'était rendu compte que les enfants avaient du mal à appréhender un espace à l'échelle d'une maquette. On s'est dit on va fabriquer un jeu qui soit à leur échelle. Donc on a fait un jeu de construction à ossature bois qui permet de construire une petite cabane. Et avec chaque groupe d'enfants, on commençait par discuter un peu des différents matériaux qu'on peut utiliser pour construire une maison, lesquels sont plus ou moins écologiques, plus ou moins énergivores, et lesquels vont être plus ou moins isolants et nous permettent d'économiser de l'énergie lors de la fabrication aussi, plutôt lors de l'utilisation. Donc voilà, et cette année on a continué donc toujours sur l'architecture bioclimatique. On a fabriqué un héliodon, c'est cette maquette qui est là. Donc en fait ça simule la course du soleil, donc on a une petite lampe ici qui va glisser sur l'arc de cercle qu'on voit là. On peut baisser plus ou moins cet arc de cercle pour se mettre en position hiver ou en position été. Et devant on va mettre une maquette de maison. Et on va voir comment est-ce que le soleil rentre en hiver dedans pour la chauffer, comment est-ce qu'on va pouvoir s'en protéger en été pour éviter les surchauffes, et on va faire varier les paramètres comme ça, que ce soit l'avancée de la toiture, les ouvertures, etc., ou mettre des masques comme des arbres par exemple. Et donc voilà, je ne vais pas vous parler du reste. Donc en fait, bon, ces festivals, ça nous a permis de développer pas mal d'ateliers, mais on est quand même un peu frustré à chaque fois du fait que c'est très rapide. On ne peut pas avoir les enfants plus de 45 minutes. Donc on avait envie de construire quelque chose un peu plus sur la durée, avec un réel projet pédagogique. Et donc on s'est dit qu'on allait lancer en 2010. Donc on s'est dit qu'on allait lancer des ateliers de bricolage sur l'année, 2 heures par semaine. Donc tout ce qu'on proposait, c'est qu'ils commencent par fabriquer leur propre caisse à outils pour apprendre les rudiments du bricolage, apprendre à faire des plans, etc. Après, ils ont un composteur pour un centre qui est situé pas très loin et qui héberge des sans-abri. Un four solaire, puis d'autres ateliers qu'on réactive. Et enfin, ils finiraient par faire du matériel de sérigraphie pour faire en fait de la com pour leur propre expo, où ils présentaient leurs objets et où ils animaient aussi des ateliers. C'est-à-dire qu'ils passaient de l'autre côté. Ils devenaient aussi la personne qui transmet un savoir. Le seul problème, c'est qu'on ne se rendait pas compte de la difficulté au niveau de la com qu'on aurait pour trouver du monde. Et aussi la question du coût des ateliers, parce que rien qu'au niveau matériel c'était assez cher. Et donc vu qu'on voulait un peu se rémunérer quand même si on a fait des demandes de subventions, ça restait des tarifs trop élevés pour la plupart des gens qu'on a rencontrés. Et du coup on n'a pas pu faire ce projet-là, et donc on le fait ponctuellement à droite, à gauche, on fait des petits ateliers, mais toujours sur des durées assez courtes qui vont au maximum être d'une vingtaine d'heures, quoi. Donc on garde le projet dans les tiroirs, on espère un jour pouvoir le financer, voire avoir d'autres moyens de financement qui nous permettent de faire un atelier vraiment pas cher. Donc voilà, là c'est plus une commande à laquelle j'ai répondu. Donc le but étant de faire un atelier mobile qui permette de faire des ateliers pour des enfants sur l'édition de livres. Et donc on a un châssis indépendant sur lequel on va pouvoir mettre ou un module atelier ou alors une remorque, une caisse pour une remorque. Et donc l'ensemble est tracté par un vélo pour pouvoir se déplacer de lieu en lieu où les ateliers se passent. Et donc voilà, donc le module atelier se divise en 2 parties pour pouvoir le transporter à l'arrière d'une voiture.
Et voilà, là c'est l'atelier en situation lors d'une exposition. Donc là c'est un projet que je mène avec un collectif d'architectes qui s'appelle Escara, qui travaille beaucoup sur le réemploi des matériaux. Et ils développent des logements en conteneurs maritimes. Donc là on voit une vue 3D d'un logement qu'ils ont fait sur un site qui s'appelle La Place à Grenoble, qui va bientôt disparaître et qui héberge des anciens sans-abri. Et le but de ce projet, en fait, c'était de faire une salle commune pour les héberger et essayer qu'il y ait une dynamique qui se lance autour de cette construction. Donc les hébergés n'étaient pas forcément obligés de participer à la construction. Ils donnaient des coups de main ponctuellement. Et puis des fois aussi, ils venaient, vu qu'il y avait de l'outillage, ils fabriquaient leurs propres outils. Donc ça permettait de recréer une dynamique un peu dans ce lieu. Et donc là, le lieu, il va disparaître. Parce qu'en fait, le principe, c'est la mairie, elle prête des terrains vagues au relais aux ANAM. Et tous les 3 à 5 ans, ils doivent bouger, et parce que la mairie récupère le terrain pour ses projets immobiliers. Et donc, eux, ce qu'ils aimeraient bien, le relais aux ANAM, c'est avoir un logement mobile et autonome en énergie. Et donc là, on est en train de développer un prototype de logement, donc, qui est toujours fait en conteneur maritime pour la question de la mobilité. Donc, en fait, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des Algeco, des cabines de chantier. Donc les Algeco, ça fait ça d'épaisseur, donc il fait super chaud en été, super froid en hiver, et puis c'est pas très valorisant d'habiter dans des Algeco. Et donc ils aimeraient bien être propriétaires de ces logements-là, qui déplacent de lieu en lieu. Et donc il y a un prototype qui va se lancer là en septembre. Donc de réaliser un espace de 15 mètres carrés qui permettrait d'héberger une personne. Tout à l'heure, il y avait la toiture qui est quand même assez compliquée à réaliser. Donc cette fois-ci, on opterait plutôt pour une structure serre qui abriterait aussi une terrasse là, qui est pas modélisée sur cette vue. Et donc moi, j'interviendrai plutôt sur la question de l'autonomie énergétique en essayant de mettre en place un système d'éoliennes autoconstruit et de panneaux solaires pour produire l'électricité et avoir une autonomie partielle parce que en fait c'est le genre de population qui a des problèmes d'addiction, donc on ne peut pas avoir un chauffage au bois ou au gaz, etc. Donc c'est forcément du chauffage électrique, donc du coup c'est impossible d'alimenter un chauffage électrique avec une éolienne et des panneaux solaires. Et en fait cette fois-là par contre le principe, ce serait de faire un projet d'autoproduction accompagnée. Donc c'est quelque chose qui se fait pas mal en France. C'est-à-dire des personnes qui, plutôt que de leur fournir un logement tout fait, et bien leur proposer de participer à l'élaboration de leur logement en fait. Donc en plus d'avoir leur logement, ils ont la satisfaction de l'avoir fait par eux-mêmes et ils reprennent confiance en eux. Donc on a un projet avec 2 amis, Freddy et Claire Pence, je crois, de faire un site internet qui regrouperait des projets en design libre. Donc on a fait un peu un éventail de tous les sites internet qui proposent déjà ce genre de choses et voir un peu sur quoi, qu'est-ce qu'on pourrait apporter, sur quoi on pourrait se démarquer. Et donc il y a une des choses qui me semble assez délaissée dans ces sites, c'est la question de la rationalisation de la connaissance, de l'organisation de la connaissance. Donc là je suis désolé, on ne voit pas du tout ce qui est écrit. Donc le principe en fait, c'est de faire plusieurs cartes, d'avoir une approche par carte pour naviguer à l'intérieur du site. Donc là on a une carte énergétique. Donc au centre on a l'énergie de rayonnement du soleil par exemple. Après on a les différents moyens de captation de cette énergie. Donc ça nous donne une énergie thermique une fois qu'on l'a captée. Et puis comment est-ce qu'on peut passer d'une énergie thermique à une énergie électrique, à une énergie mécanique, etc.
Et donc, en cliquant de lien en lien, on va pouvoir naviguer à l'intérieur et rentrer encore plus en profondeur que ce que je vous montre là. Et par exemple, en partant d'énergie thermique, on va pouvoir arriver à four solaire pour les cuissons des aliments. Et puis, il y aura une autre carte qui sera plutôt une approche par rapport aux besoins. Donc, par exemple, se nourrir. Comment est-ce que faut que je cuise mes aliments, donc je peux, si j'ai un four solaire, je peux les cuire, etc. Et je tombe sur la même fiche technique. Donc voilà, donc il y aurait en plus de ça une partie conception collaborative pour co-concevoir en fait des projets à distance. Et donc on pourrait poster des petits messages qui feraient avancer la conception. Il y aurait un modérateur qui ferait des synthèses à des moments. Et si à un moment la communauté se divise entre guillemets et choisit deux solutions différentes, et comme dans le modèle des logiciels libres, on pourrait forquer et diviser le projet en deux et le projet pourrait continuer. Donc voilà, et le dernier projet que j'ai dans les tiroirs, que je voulais réaliser en 2011-2012, mais je vais sûrement reporter à 2012-2013, c'est un projet de cogénération. Donc le but serait de faire un poêle à bois au fond du poêle à bois en fait il y aurait ce qu'on appelle un moteur Stirling, qui est un moteur qui marche avec une différence de température entre une source chaude et une source froide. Et donc le bois en se consumant ferait la source chaude. La source froide en fait se reliait au système de chauffage de la maison, donc que ce soit un plancher chauffant ou des radiateurs, ce qui permettrait de dissiper la chaleur. Et on aurait une génératrice qui serait reliée à ça, donc ce qui nous permettrait de chauffer tout en produisant notre énergie électrique. Et donc essayer d'avoir une autonomie d'une dizaine d'heures à peu près, c'est-à-dire essayer de faire donc avec comme condition que ce ne soit pas des granulés, parce que ce genre d'objets ça existe, des poêles à granulés ou des moteurs Stirling qui sont alimentés avec un brûleur à gaz, mais que ce soit des bûches de bois en fait, qu'on puisse garder une certaine autonomie par rapport à la production du combustible. Et donc ce projet-là se ferait en collaboration avec un lycée professionnel et une école d'ingénieurs. Donc le lycée professionnel réaliserait l'objet et participerait aussi un peu à la conception collaborative avec les ingénieurs. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout. Je vais maintenant vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup de cette conférence, c'était déjà assez intéressant. Par contre, la question que j'aimerais vous poser, c'est vous n'avez pas du tout parlé d'esthétique, alors que vous parlez de design et vous parlez en plus de conception. Et enfin, moi, en tant qu'étudiante en design, mon problème, il est vraiment de relier mon analyse qui va être très logique et sur la technique et tout ça, et enfin qui va découler en plus de la fabrication, et relier tout ce qui est cognitif, tout ce qui est sentiment, tout ce qui est forme, tout ce qui est personnalité de l'objet en fait. Et du coup, quand vous parlez de conception en plus collaborative avec plusieurs personnes, je trouve ça, je comprends pas comment on peut gérer le côté esthétique de cette conception en fait. Donc c'est vrai que j'entends le sens design dans un sens très large, on va dire quoi. Et on va dire par rapport à mes goûts, si on regarde par exemple le mobilier que j'ai fait, il est très très sobre. Donc j'ai des goûts assez sobres. Donc par exemple, par rapport à la question, je reviendrai peut-être au reste, mais par rapport à la question de la conception collaborative et de la question esthétique, c'est sûr que c'est, pour moi, un projet politique, il implique une esthétique. Et une conception collaborative, effectivement, n'aura pas du tout la même esthétique qu'une personne qui est toute seule, qui réfléchit sur un projet. Et ça, c'est la même chose que si tu regardes, je sais pas, tu regardes le Paris haussmannien, que si tu regardes un petit village, quoi, qui a été fait
Et donc moi je suis plus dans un truc vernaculaire, qui laisse une grande liberté aux gens. Et voilà, après, pour moi le Paris haussmannien c'est un projet fasciste. On impose un urbanisme à des gens, on détruit des quartiers, etc. Donc voilà, moi je me place plutôt du côté d'une production vernaculaire. Mais en fait, ce que vous pourriez faire, c'est faire la même chose au fait des ateliers collaboratifs qui vont réfléchir du coup sur la technique, le partage de la connaissance en tant qu'ingénieur. Mais on pourrait faire imaginer ça avec des gens, des artistes qui travaillent sur des formes. Par exemple, les designers des années 60, moi ce que je trouve qui est génial, c'est qu'ils ont réuni plusieurs personnes à parler exclusivement de forme, à parler exclusivement d'esthétique. Mais après, c'est une remarque qui me revient tout le temps. Moi, j'ai pas envie de. Mon discours, il est vraiment pas là, en fait, quoi. Et j'ai peur qu'en plus, déjà, je l'ai fait comme j'ai envie de le faire, en fait, déjà. Je le fais, ça part de mes propres besoins. Je le fais pas pour le vendre, ou etc. Donc après, aux gens de s'en emparer, de le transformer. Par exemple, toi, si tu as envie de. Tu vois qu'il y a des améliorations à faire, je ne sais pas quoi, etc. Et de l'adapter à ton goût. Je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. Et en plus, oui, j'ai pas envie de tomber dans une esthétisation de ce truc-là, dans tous les pros des social traîtres, des gens qui se revendiquent du libre et de l'éco-design et en fait qui font pas du tout ça et qui mettent plein de mots dans leur texte, autoproduction, logiciel libre, machin truc, etc. et qui sont pas du tout là-dedans, quoi. Et après, non, je sais pas trop quoi dire par rapport à cette question-là. Je sais qu'en tout cas, en plus, moi j'ai une formation d'ingénieur après d'école d'art, mais en école d'art j'ai fait de l'art conceptuel, donc au niveau de la forme, c'est sûr que c'est pas un truc que je travaille énormément. Mais à force de regarder des choses et tout, je commence à me faire influencer et notamment le système de suivi cible. Je vous ai juste montré en fait la maquette en carton, mais je l'ai réalisé en bois et là il commence à y avoir un aspect un peu plus léché, on va dire, mais qui reste très très sobre. Mais pas mal de gens, par exemple, j'ai aussi d'autres réflexions. Pas mal de gens trouvent qu'il y a un côté do it yourself qui n'est pas assez fort, que ça imite trop certains objets industriels aussi, que c'est trop sobre. Je me demandais, est-ce que vous avez des projets dans le domaine de l'électronique, parce que ce qui m'inquiète un peu en ce moment, c'est ce qui se passe avec les smartphones. Il y a de plus en plus d'appareils qui sont bridés sur lesquels on ne peut pas installer des programmes qu'on a fait soi-même, comme par exemple l'iPhone ou Windows Phone. Et alors je me demande, est-ce que si ça continue dans cette direction, est-ce qu'il n'y aura pas un jour où la seule façon pour installer ses propres programmes soi-même, ce sera de fabriquer soi-même son propre smartphone. Donc il me semble que ça devient important de commencer à faire des recherches dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez des projets dans cette direction ? Donc moi je suis vraiment pas calé dans tout ce qui est électronique et informatique, c'est vraiment pas mon truc. Le seul projet que j'ai, c'est de faire de l'acquisition de température dans des différents fours solaires avec une carte Arduino pour comparer les différentes architectures, faire varier l'isolation, les matériaux réfléchissants, le double vitrage et voir vraiment l'influence de tous ces paramètres. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup, sur Internet, vous trouvez beaucoup de fiches techniques sur ces questions-là, mais il y a peu d'approches un peu scientifiques pour voir l'importance de tout ça. Donc je galère énormément, franchement, ça me saoule, j'y arrive pas. Et sur, je suis au Hackerspace de Grenoble, donc eux par contre, ils sont à fond là-dedans. Je comprends rien quand ils parlent. Et donc ils m'aident sur ce projet-là. Et donc sur ces projets de fabrication de matériel, donc il y a notamment l'Arduino, et je sais qu'à Paris, il y a des gens qui réfléchissent à fabriquer leur propre microcontrôleur. Après, je pense que c'est des projets très très ambitieux.
Eux, ils sont plutôt dans des optiques de tout faire soi-même. Moi, je me situe plus dans un truc intermédiaire quand même, où je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut produire en série, qu'on y gagne au niveau du rendement, en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas se passer de l'industrie. Par contre, il faudrait pouvoir arriver à avoir un peu le pouvoir dans ces industries-là, quoi. Donc en fait, juste pour revenir, il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est la question du seuil contre-productif, en fait, qu'Ivan Illich a défini et qui permet un peu de voir à partir de quel moment une production hétéronome, donc une production industrielle, ne permet plus d'émanciper le citoyen, mais au contraire l'aliène. C'est-à-dire que passer un certain seuil, au lieu de nous libérer, l'objet en fait va nous aliéner dans un système où on va faire que l'entretenir. Donc c'est notamment Ivan Illich, il avait calculé à quelle vitesse on va en voiture, si on prend en compte le temps qu'on passe à travailler pour acheter sa voiture, pour l'entretenir, pour payer le carburant. Et donc il s'est aperçu qu'on allait à 6 km/h, donc c'est tout juste supérieur à la marche à pied, et c'est bien inférieur au vélo. Et donc il y a des sortes comme ça de choses à appréhender. Moi je sais que je m'étais pas mal penché un moment sur, par exemple, la question de la traction animale. Est-ce qu'il vaut mieux produire, par exemple, son propre carburant en plantant ses agrocarburants et en le fabriquant pour son tracteur, ou est-ce qu'il vaut mieux nourrir son cheval qui va nous permettre de faire la traction animale? Donc je pense qu'il y a vraiment une réévaluation des techniques pour se rendre compte de ce qu'on a vraiment besoin. Sinon, au niveau de l'électronique, vous pouvez peut-être venir le jeudi et vous trouverez des gens qui s'occupent de téléphonie et autres projets de ce genre. Question ? Merci Christophe C'est bon. pour ton expérience. Juste, si vous avez envie d'avoir le texte de cette conférence, en partie parce que je l'ai un peu augmenté depuis, il est posé sur la table, après libre, donc voilà, vous tenez ce que vous voulez pour soutenir le projet.